Bonjour à tous. La révélation du baromètre 2024 de perception des chargeurs sur le transport ferroviaire, fluvial et combiné. Voilà, avec Valérie Cornet de l'AUTF, avec Anne-Laure Noat d'Eurogroupe et Lionel Lemaire qui nous donnera un peu ses commentaires sur ces chiffres et sur ses observations. Il est directeur des transports chez Soufflet. Alors, on ne va pas tarder, je vais tout de suite donner la parole à Anne-Laure Noat qui, avec Valérie, va nous donner un peu les grands chiffres, les grandes tendances de cette année 2023 auprès des chargeurs. Bonjour à tous. Alors pour enchaîner avec la conférence précédente, vous verrez que cette année il y a quelques nouveautés et notamment un regard un peu plus précis aussi sur le fluvial, puisque finalement ces modes travaillent ensemble. Donc on va vous éclairer aussi sur ces points-là. Donc pour commencer tout de suite, je vais enchaîner tout de suite. Voilà. Donc le point important cette année, c'est de retenir que finalement les répondants sont des donneurs d'ordre industriels français, que cette année on a le secteur de la grande consommation qui est particulièrement représenté, ainsi que la chimie et les granulats. Donc c'est assez logique vu les modes dont on parle. Et on constate finalement un peu un mix de taille, puis on parlera du volume après, donc avec un panel près de 65% qui est supérieur à 500 millions d'euros et un quart qui se situe quand même entre 1 et 5 milliards d'euros. En ce qui concerne le type de marchandises, ce qu'il faut voir, c'est que sans surprise, en termes de volumétrie, la métallurgie apparaît dans les gros volumes, en ferroviaire, et en fluvial, ce sont plutôt les granulats qui sont les gros faiseurs. À retenir qu'en conventionnel, on a 44% qui transportent moins de 50 000 tonnes. Donc ça, c'est sans doute l'effet panel par rapport à l'année dernière, qui ont des entreprises qui transportent un peu moins. Et pour le conventionnel, on a notamment en combiné 2/3 du panel qui transporte moins de 100 EVP. On a un panel aussi cette année qui est à 53% en branche FR, donc c'est un peu moins que l'année dernière, et pratiquement 50% aussi du panel qui est raccordé à la voie d'eau. Donc on a quand même des personnes qui peuvent s'exprimer sur ces deux modes. Alors, en ce qui concerne l'utilisation des modes, alors j'attire votre attention, c'est la petite note en bas à droite, on n'est pas en train de parler de part modale, là, on est en train de parler de part du panel qui utilise tel ou tel mode. Donc ce qu'on constate, c'est que ce panel, finalement, il est représentatif du paysage des flux massifiés, puisque voilà, c'est cohérent par secteur d'activité, avec un conventionnel principalement utilisé par l'agriculture, les granulats, les matériaux de construction, et le combiné qui est davantage utilisé par la grande consommation, les produits dangereux et la chimie. Finalement, l'image à date ne montre pas d'attractivité du conventionnel pour des filières qui n'en sont pas habituellement utilisatrices. On va retrouver, c'est du classique. Et encore une fois, et sans surprise, puisque ce sont des modes complémentaires, le transport routier reste le premier mode de transport utilisé, toutes filières confondues. Alors ensuite, on a cherché à voir quels étaient les interlocuteurs des chargeurs qui utilisent ces modes de transport. Dans les points marquants qu'on voit cette année, et c'est sans doute un petit peu dû à la nature du panel avec le secteur de la grande consommation qui est particulièrement représenté, on voit que les commissionnaires de transport sont un interlocuteur important pour les chargeurs, aux côtés des entreprises ferroviaires qui, sur la partie transport ferroviaire conventionnel, restent le premier point de contact, des transporteurs routiers ou fluviaux. Si on s'approche un petit peu sur la partie rail-route, on remarquera en particulier que c'est un tiers des entreprises des produits de grande consommation qui font appel aux commissionnaires. Et pour la chimie, dans un cas sur deux, c'est le transporteur routier qui va être le point d'entrée. Au niveau du combiné fluvial, voilà, on est plus traditionnellement sur les entreprises de grande consommation qui vont avoir un contact chez le commissionnaire. Et puis, sur les matériaux vrac utilisateurs traditionnels de la voie d'eau conventionnelle, c'est plutôt les transporteurs qui sont directement l'interlocuteur. Je te laisse avancer.
Juste une question avant que vous continuiez sur les résultats. Cette montée de la grande consommation dans le panel, est-ce que ça révèle quelque chose? Est-ce que c'est comment l'interpréter? Ça veut dire qu'il y a une plus grande attention de la grande consommation à choisir des logistiques plus décarbonées. Est-ce que ça signifie quelque chose? Alors, sans doute, je laisserai Valérie, au nom de la UTF, l'expliquer. Je pense aussi qu'on a cherché cette année, parce que ça avait été un point qui avait été un peu soulevé après le baromètre de l'année dernière, à diversifier, être sûr qu'on était représentatif d'un peu tous les secteurs. Donc on a fait beaucoup de relances. Il y a eu un gros travail de la UTF auprès de ses membres. Voilà. Et donc du coup, certains ont peut-être aussi plus été sensibilisés à répondre aussi. Mais je te laisse Valérie dire peut-être sur le côté intérêt pour ces modes. Oui, non, mais je pense que ça reflète à la fois, en effet, le baromètre traditionnel fluvial ferroviaire qu'on faisait les autres années. On était beaucoup sur des chargeurs traditionnels de ce mode et ça ne reflétait pas complètement l'intérêt qu'on peut voir des entreprises pour justement aller vers du report modal dans des secteurs d'activité moins traditionnels. Donc là, on a réussi à avoir une bonne représentativité. C'est assez satisfaisant. Je vous laisse reprendre. Merci. Alors sur la question suivante qu'on a posée, c'est de savoir est-ce que justement ces entreprises étaient sollicitées pour faire du report modal, et vous voyez que largement c'est oui. Donc un peu plus de 2/3 pour le ferroviaire et puis pour le fluvial 70%. Et là encore un point significatif, en particulier sur le ferroviaire, c'est qu'on voit que les commissionnaires de transport passent devant les entreprises ferroviaires. Alors, aux côtés des commissionnaires et des EF, bien sûr, on voit que les transporteurs routiers, quand même, il y a un tiers des répondants qui a dit qu'ils sont sollicités par des transporteurs routiers pour faire du transport rail-route, en l'occurrence. Et les opérateurs de combinés ne sont pas en reste. Sur la partie fluviale, on va être sur des choses plus traditionnelles. C'est vraiment les commissionnaires en premier et ensuite les transporteurs fluviaux. Voilà, peut-être parce que les opérateurs de combinés et les transporteurs routiers sont un peu moins présents encore sur ce mode plus émergent. Alors en termes de compréhension, c'est souvent un frein qu'on connaît pour les entreprises. Faire du report de modal, ça demande des compétences, on ne sait pas à qui s'adresser, etc. Donc on voit que ça progresse. Déjà l'année dernière, sur la partie ferroviaire, je crois que c'était la première année où on avait plus de répondants qui disaient que le système était compréhensible et lisible que de répondants qui disaient au contraire que c'était assez opaque. Donc là, on reste dans cette tendance pour la partie ferroviaire, avec en gros 60% qui disent être satisfaits de la lisibilité ou très satisfaits. Malgré tout, il reste quand même encore 40% qui considèrent qu'on n'est pas sur des sujets compréhensibles et lisibles. On peut s'en inquiéter un petit peu, en particulier sur le ferroviaire, où on voit que c'est des grandes entreprises, pour 60% d'entre elles, qui disent que ça n'est pas compréhensible ni lisible, et en particulier dans le secteur des produits de grande consommation. Alors cela, c'est peut-être un peu des nouveaux entrants, on va dire, sur le paysage, mais aussi de la chimie, qui est quand même un utilisateur traditionnel du ferroviaire. Alors bon, on sait que le système des wagons isolés est pas simple. Je pense que ça traduit un peu le désarroi de certains chargeurs face à ce qui se passe dans le ferroviaire. On essaye à la fois de relancer, et puis il y a aussi beaucoup d'embûches. Sur la partie fluviale, c'est un petit peu plus logique. Alors on voit que la lisibilité est un petit peu meilleure, puisqu'il n'y a que 30% de répondants où on voit qu'il y a un effort encore de pédagogie à faire. Et en particulier, c'est ceux qui ne sont pas raccordés à la voie d'eau, donc c'est relativement logique. Alors ensuite, on pose la question de finalement, est-ce que l'offre qui est face aux chargeurs correspond à leurs besoins? Donc là, ce que l'on voit, finalement, c'est à peu près une réponse extrêmement partagée, finalement, puisqu'on est entre 60 et 68% de chargeurs qui disent que non, et quel que soit le mode, ça reste quand même pas complètement adapté à leurs besoins. C'est surtout vrai sur les entreprises de grande taille, là encore, donc sans doute parce que leurs propres contraintes logistiques, leurs propres contraintes d'achat, leurs besoins d'anticiper. On imagine qu'il y a sans doute beaucoup de raisons. Ce sera intéressant de discuter avec Lionel tout à l'heure. Sur le rail-route, c'est 2/3 des représentants des secteurs des produits dangereux chimiques qui disent que c'est pas complètement adéquat. Et puis, ce qu'on a constaté, c'est que sur le fluvial, finalement, être accordé ou pas à la voie d'eau n'apporte pas forcément une meilleure adéquation. Donc, ça peut être aussi un peu
un peu surprenant par rapport à ça. Alors, crucial, la qualité de service. Petite note méthodologique pour démarrer. Alors, c'est une question, là, on peut faire un comparatif par rapport à l'année précédente, même si le baromètre fluvial, c'est la première année, puisqu'en fait, c'est une question qu'on posait traditionnellement dans le baromètre ferroviaire, où on demandait d'apprécier la qualité de service sur tous les modes. Alors, le panel est un petit peu plus restreint que le panel sur l'ensemble des questions sur ce point-là. Et puis également, pour préciser que le rail fleuve, on n'en a pas parlé parce que c'est pas vraiment pertinent, le nombre de réponses était vraiment trop faible, même si Carrière du Boulonnais fait des choses très bien. Alors ce qui ressort là clairement, hein, on voit que sur les modes ferroviaires, que ce soit conventionnel ou combiné rail-route, c'est que la qualité de service est évaluée quand même en dégradation pour quasiment la moitié du panel. Le rail-route, c'est un peu moins, hein, on s'approche plus des 43%, avec un petit peu d'amélioration quand même autour de 20% sur le combiné rail-route. Et sur les autres meubles, que ce soit combiné fleuve-route, fluvial traditionnel, routier ou shorty, on voit qu'on est beaucoup plus sur une stabilité de la qualité de service. Alors, on avait évoqué, et ça a été évoqué, l'année 2023 a été une année particulière, donc sans surprise, ça se reflète effectivement dans l'appréciation. Alors justement, on a demandé quels étaient les critères qui s'étaient améliorés sur l'ensemble de ces modes de transport. Alors sur tous les modes, hein, on voit que ce qui ressort, c'est l'accès aux interlocuteurs responsables de l'organisation des flux. Donc déjà, c'est quand même une bonne chose. Maintenant, on sait à qui s'adresser pour traiter toutes les problématiques ou dès la mise en place. Sur la partie ferroviaire, on voit que 20% des répondants, 21%, ont parlé de la gestion des aléas qui s'est améliorée. C'est intéressant vu effectivement l'année quand même assez chahutée, notamment avec les grèves qu'on a eues. Et puis sur la partie fluviale conventionnelle ou combinée, on voit qu'on a des notions de respect des délais, des aspects coûts qui ressortent un petit peu. Mais voilà, principalement, ce qui est marquant, c'est l'accès aux interlocuteurs. Alors, à contrario, cette question suivante demandait aux répondants de souligner les 3 critères sur lesquels ils étaient le plus en attente d'amélioration. Alors là, le point commun entre les 4 modes, c'est la question de la possibilité de massifier les flux avec d'autres chargeurs. Et ça, je pense que ça retraduit bien ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure sur le panel, c'est qu'on voit qu'il y a des nouvelles entreprises qui s'intéressent au report modal, qui cherchent des solutions, qui n'ont pas forcément suffisamment de volume pour le faire seul. Et donc, il y a des attentes des chargeurs sur ces aspects-là. Ensuite, sur le ferroviaire, clairement, c'est la problématique de desserte des sites logistiques qui est en premier lieu le critère attendu. Et sur le fluvial, on voit que sur le conventionnel, il y a encore un petit sujet de lisibilité des offres ou de visibilité. Ce qui retraduit que c'est un mode encore un peu moins pratiqué et un petit peu moins connu. Alors en ce qui concerne finalement l'adéquation entre les services dits innovants qui sont proposés et puis les attentes des chargeurs de ce type de service. Donc sur le mode ferroviaire, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une parfaite, le même chiffre sur tout ce qui est la mise à disposition des données et d'informations. On sait que c'est des points cruciaux. Donc visiblement, il y a une bonne prise de conscience que c'est une forte attente et c'est a priori répondu. Le deuxième, c'est la réduction de l'impact environnemental et donc d'avoir des motorisations à énergie décarbonée. Et on retrouve là les possibilités de mutualisation qui sont très élevées en termes d'attente, puisque presque la moitié du panel le demande. Mais par contre, ce n'est pas forcément quelque chose dont on vient leur parler quand on vient les voir avec des services. On a effectivement des résultats encourageants en termes d'innovation environnementale, puisque finalement, ça a été cité quand même par 45% du panel. Si je viens sur le mode fluvial, là, première attente, finalement, en termes de services innovants, c'est sur justement la motorisation à énergie décarbonée. On l'a vu tout à l'heure, c'est un enjeu sur la flotte, évidemment, des barges. Et c'est quelque chose qui, visiblement, est bien aussi intégré par ceux qui proposent les services, puisque c'est ce qu'ils mettent très largement devant. Et on va retrouver derrière les possibilités de mutualisation, là encore,
Et enfin, sur le fluvial émerge le sujet de la mise à disposition des données, qui était déjà plutôt bien abordé pour le ferroviaire, mais qui là apparaît. Et ce qu'on voit, c'est qu'à peu près un quart des chargeurs se sont vus ce qu'ils ont proposé, ce qu'ils appellent des services innovants l'année dernière. Alors, sur finalement le report modal, on a vu tout à l'heure, et on y reviendra parce qu'on a quelques questions un peu spécifiques sur l'année 2023, ce sujet du report modal. Donc, le combiné rail-route reste le mode privilégié en cas de report modal. Donc, malgré l'année 2023 et malgré ce que nous a dit le GNTC, ça reste néanmoins le premier mode. Et puis, quand on évoque les critères qui favorisent le report modal, bon, ben, finalement, c'est tout ce qui a trait à la flexibilité, la fiabilité de l'offre, hein, bien évidemment, que ce soit en ferroviaire et en fluvial. Après, on voit que pour le fluvial, viennent immédiatement derrière la réduction des externalités. Donc c'est un vrai sujet d'être en capacité de montrer que ce mode est vertueux. Alors que pour le ferroviaire, on va tomber plutôt sur le sujet des incitations financières et de l'aide à finalement se lancer sur ce sujet. Un point peut-être intéressant, c'est l'année dernière, on avait quand même la politique portée par l'entreprise, la direction de l'entreprise, donc la volonté de recourir au mode massifié, la volonté de réduire l'empreinte environnementale était plus élevée. Et là, ce qu'on voit, c'est que quand on est dans une année où on a un peu des sujets de fiabilité, on a des sujets d'aléas, voilà, tout de suite, on a beau avoir la volonté politique, il faut que derrière les opérations suivent. Alors justement, si on parle de toutes les perturbations qui a eu lieu en 2023, alors la crise énergétique, c'était déjà depuis 2022, mais on voit encore sur cette année que ça a fortement impacté les chargeurs. Alors, particulièrement sur le mode ferroviaire, où il y a un répondant sur deux qui cite un impact fort, et puis encore presque 30% un impact moyen. Avec en particulier donc, un tiers du panel de la grande consommation, qui se dit avoir été impacté fortement, et 2 tiers du panel des matériaux de construction, qui sont quand même des chargeurs majeurs du ferroviaire. Sur le fluvial, c'est un petit peu plus réparti. Il n'y a pas de différence notable entre les secteurs, mais bon, vous voyez qu'il y a quand même encore voilà, les 2 tiers qui se disent avoir été impactés. Donc, sur le ferroviaire, ce qu'on sait, c'est que ça a été surtout la problématique de l'électricité qui est apparue depuis le conflit en Ukraine, et que voilà, en fluvial, c'est plus logique de suivre les évolutions de coûts de carburant. Les grèves, évidemment, on l'a déjà dit, gros sujet en 2023. Ça reste un sujet vraiment extrêmement pénalisant pour les chargeurs. Sur le ferroviaire, là, c'est 80% des chargeurs qui disent avoir été impactés. C'est un élément très contraignant. Sur le fluvial, il y a eu bien sûr des impacts également, mais plus localisés ou plus courts. C'est en particulier le Rhône qui a posé problème au moment des grandes grèves, mais donc là, ça dépend plus de la localisation géographique. Alors, est-ce que ces perturbations, ça provoque du report modal? Là aussi, le GNTC en parlait tout à l'heure. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a... on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. On voit qu'il y a 2 tiers du panel, finalement, qui a déclaré avoir fait du report modal, fortement ou partiellement. Et pour 2 tiers de ces personnes qui ont fait du report modal, ils ont indiqué avoir fait du report donc modal inversé, j'aurais dû le repréciser, vers la route principalement, seulement ponctuel. Néanmoins, ce qui est plus inquiétant, c'est de voir parmi ceux qui ont fait du report modal qu'il y en a quand même un tiers qui a dit que c'est de façon durable. Donc ils ont revu vraiment fondamentalement leur organisation logistique et ils ont abandonné ces modes massifiés. Pour bien comprendre, si on revient au précédent, le deuxième graphique, la question a été posée à une partie des répondants du premier graphique. Oui, en fait, c'est ça. Ceux qui ont fait du report modal, parmi ceux-là, donc pour un tiers, c'était durable, c'était pérenne, une remise en cause de l'organisation, et pour les 2 tiers ponctuels. Alors, en termes de potentiel, alors là, cette année, on évoquait les choses tout à l'heure dans la précédente table ronde sur l'attrait du fluvial. On avait plutôt l'habitude de voir dans nos baromètres le combiné rail-route comme étant le mode qui avait le plus de perspectives de développement.
Et là, cette fois, c'est plutôt tout ce qui tourne autour du fluvial qui ressort assez fortement. Donc là aussi, sans doute un impact peut-être à la fois, on s'est posé la question de la recomposition du paysage ferroviaire, les mésaventures, entre guillemets, ou l'évolution de fret SNCF peut-être, des difficultés conjoncturelles du ferroviaire, on en a parlé, l'énergie, les grèves, et puis sans doute aussi le fait que finalement, il y a de la place sur le fleuve et il y a du potentiel, comme ça a été évoqué tout à l'heure par VNF. Donc voilà, donc c'est le constat un peu, qui nous a un peu surpris cette année aussi. Et du coup, pour conclure, si on devait retenir quelques points, alors la satisfaction, c'est évidemment l'amélioration de la compréhension de la lisibilité de l'organisation des deux systèmes, mais qui néanmoins ne comble pas encore toutes les attentes. Des réflexions à poursuivre autour de l'adéquation de l'offre, et on voit bien que c'est un travail, comme ça a été présenté par les carrières du Boulonnais, de collaboration, de confrontation de points de vue pour y arriver. Une meilleure évolution de la qualité de service du mode fluvial par rapport au ferroviaire. Donc il y a plus de satisfaction sur ce mode-là cette année. Le report modal privilégiant le rail-route, mais qui ne peut pas être juste une volonté d'entreprise, mais qui doit bien s'accompagner de réalités opérationnelles dans la fiabilité. Un impact important cette année des grèves et de la crise énergétique. Donc je disais un report modal inversé pérenne pour un tiers de ceux qui en ont fait. On changera la formulation. Et puis, des possibilités de mutualisation qui constituent un service attendu par la majorité des chargeurs du ferroviaire et du fluvial. Et donc, on s'est dit, est-ce que ça confirme le rôle que doivent continuer à jouer les commissionnaires parce que ce n'est pas si simple, finalement, de mutualiser et d'arriver à regrouper ces marchandises avec d'autres. Merci. Merci à toutes les deux pour cette présentation. On va peut-être laisser ce slide. Ça va nous servir un peu à commenter ce baromètre avec Lionel. Quelques éléments de commentaires avant de revenir peut-être de façon plus systématique sur chacun des points. Oui, bonjour. Alors, effectivement, un baromètre qui confirme des choses qu'on savait déjà. Déjà, le transport conventionnel, on le voit, c'est l'affaire globalement de l'agriculture, des travaux publics, granulats. Parce que c'est d'abord un mode de transport destiné au vrac, à forte volumétrie, sur des produits peu ou pas transformés. Quand le transport combiné s'adresse plutôt à des produits à plus forte valeur ajoutée. L'année 2023 confirme aussi une insatisfaction, je dirais, globale des chargeurs, notamment sur la partie ferroviaire, mais qu'on peut mettre en lien avec les mouvements sociaux, les grèves, qui ont fortement pénalisé les trafics. Et puis des attentes en termes de réduction de l'empreinte carbone. Et on voit que le fluvial a probablement son épingle à tirer du jeu. Donc des choses intéressantes, des confirmations, mais également des choses intéressantes qu'il faut mettre en perspective et voir effectivement si ça peut se concrétiser avec notamment, ça a été souligné, le rôle des commissionnaires de transport qui je pense, aujourd'hui ont sur certains sujets un boulevard à investir pour aider et accompagner les chargeurs, notamment dans leur volonté de décarboner. D'une certaine façon, les critiques sur le problème de lisibilité vont dans ce sens, c'est-à-dire peut-être d'avoir recours à des commissionnaires qui simplifient les choses. Parce qu'il y a une sorte de paradoxe. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ce sont les chargeurs les plus puissants, au-delà de 500 millions d'euros, voire 1 milliard, qui considèrent que le système n'est pas lisible, qu'a priori, ils pourraient avoir des moyens supérieurs à ceux d'entreprises modestes pour comprendre le système. Comment interprétez-vous ce que je considère comme une sorte de paradoxe quand même ? Oui, alors après, il faudrait regarder les réponses dans le détail, parce qu'effectivement, en première approche, ça peut apparaître comme un paradoxe. Après, je dirais que quelle que soit la taille des chargeurs, quelle que soit la taille des utilisateurs du transport massifié, je pense qu'on a tous finalement les mêmes attentes, les mêmes contraintes aujourd'hui, c'est-à-dire des objectifs de performance, de souplesse, de réactivité, de décarboner également, qui sont, je dirais, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la taille de l'entreprise, sont de plus en plus prégnants et sont de plus en plus déterminants finalement dans le choix des solutions, ou en tout cas dans le maintien de certaines solutions. Et c'est vrai que par rapport à ces enjeux, on n'a pas forcément la grille de lecture qui va bien, on n'a pas forcément les réponses qui vont bien. Et
On parle beaucoup en ce moment dans le débat général de choc de simplification. Est-ce que vous pensez que différents éléments qui sont aujourd'hui dans le baromètre imposent d'avoir aussi un choc de simplification dans les offres, dans les dispositifs des différents acteurs? Alors, ce qui est certain aujourd'hui, c'est que le transport massifié, et je pense c'est surtout vrai pour le ferroviaire, à la fois pour les utilisateurs du fret ferroviaire aujourd'hui, mais pour les nouveaux entrants, on est face à une réglementation qui est quand même très lourde, qui n'est pas forcément simple à comprendre. Et il y aurait sans doute des choses à simplifier, il y aurait sans doute des choses à mettre au goût du jour. Voilà. Et j'en discutais tout à l'heure avec les gens des SNCF Réseau sur des lignes à fort trafic, où on fait des trains depuis des années. Aujourd'hui, on se trouve parfois limité dans l'augmentation du trafic parce qu'on est dans l'application stricte de certaines réglementations, alors qui, pour la plupart, font du sens, mais qu'on pourrait aménager. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué, effectivement, de pouvoir pousser certains sujets. Et là, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire, à simplifier, alors tout en garantissant, bien sûr, la sécurité, qui est un impératif non négociable. Mais je pense que là, effectivement, on touche du doigt une certaine lourdeur administrative. Et voilà, je pense que c'est aussi un frein pour pousser certains chargeurs à aller vers le... Ça reste perçu aujourd'hui quand même comme des transports compliqués et très techniques. Valérie, vous partagez, vous avez été en contact avec les différents répondants, vous partagez ce constat? Oui, je partage. Je pense, sur des lignes, par exemple, spécialisées fret, où il y a des niveaux d'exigence de sécurité qui ne correspondent pas réellement aux besoins d'exploitation. Enfin, c'est des sujets sur lesquels on travaille, nous, avec SNCF Réseau, par exemple, sur les capillaires. Mais c'est un sujet. Après, plus globalement, sur la question de lisibilité, quand on parlait de pourquoi les grandes entreprises disent qu'il n'y a pas de lisibilité, c'est pas parce qu'on est une grande entreprise qu'on a des compétences en interne sur ces modes-là. Il faut changer ses habitudes, il y a de l'inertie, il faut arriver à convaincre tout le monde. Hélène Buridan le mentionnait tout à l'heure, c'est quand même une grosse affaire de coordination et de changer les habitudes. Donc voilà, quand on est gros, on a plus d'inertie aussi parfois. Il faut aussi avoir des convictions et de l'engagement. Anne-Laure? Après, je pense aussi que ça oblige et en même temps, c'est juste nécessaire face aux défis climat, environnement et tout ça, à passer dans cette vision système, et qu'il n'y ait pas qu'un système d'ailleurs, parce qu'on voit bien qu'on voyait tout à l'heure, système ferroviaire, système routier, système fluvial, il faut arriver à appréhender ça, et il faut arriver à faire cette carte de, finalement, par rapport à mes flux, mes exigences, mes attentes, où est-ce que je vais le mieux pouvoir me positionner. Et ça ne se fera pas sans une coopération, mais de tous les instants. Et on voit bien avec des acteurs qui, certes, ça s'est mis en place, et merci notamment aux gestionnaires d'infrastructures d'avoir amorcé ça, mais ça va aussi supposer que peut-être des concurrents se mettent ensemble pour coopérer, coopéter, je ne sais pas comment on le dit, puis pétitionner, pour arriver à faire ça, parce que sinon, on n'y arrivera pas à faire basculer plus de flux sur ces modes-là. Malgré, d'une certaine façon, un contexte politique qui est un peu moins porteur sur la décarbonation, en fait, on a la confirmation ici que l'ensemble des chargeurs considèrent qu'il faut absolument y aller. Il y a peut-être là aussi des enseignements très importants, Lionel? Oui, non, mais je pense qu'aujourd'hui, l'impératif de décarboner pour les chargeurs ne fait plus débat. Après, les questions qui se posent, c'est à quel rythme et à quel coût. Mais aujourd'hui, et c'est d'autant plus vrai pour les grandes entreprises qui sont de plus en plus évaluées sur des critères environnementaux, plus seulement de critères financiers, il y a cette obligation de décarboner. Après, quand on a dit ça, c'est effectivement quels sont les moyens dont on peut disposer. Moi, j'étais surpris finalement, enfin surpris, mais pas tant que ça, de voir que le besoin de mutualisation aujourd'hui, il est de plus en plus prégnant, parce que on sait que le transport massifié ferroviaire engage des moyens importants. Et donc, toute la difficulté, c'est d'atteindre une masse critique pour utiliser les moyens engagés. Donc, il y a des effets de seuil. Et je pense que la capacité demain, je dirais globalement, des industriels à se parler et à globaliser des volumes pour optimiser ces moyens, c'est juste une obligation. Et là, encore une fois, je pense que les commissionnaires de transport qui ont une vision un peu plus globale que chaque industriel qui regarde son précaré,
peuvent vraiment apporter une valeur ajoutée et peuvent vraiment contribuer à relancer le sujet. Donc, y compris grâce au renfort d'outils digitaux toujours plus adaptés, notamment pour augmenter le taux de remplissage des trains. Oui, alors effectivement, le numérique demain va nous permettre de gagner en visibilité, en réactivité, d'avoir sur certains sujets, je dirais, un accès à l'information qui va aider. Après, il ne faut pas non plus attendre demain du digital des miracles. Ce qui fera demain qu'on va vraiment gagner le combat du report modal, ça va être la performance et la compétitivité. La capacité à faire circuler les trains dans les délais convenus entre les parties, à un coût qui reste compétitif en fonction des secteurs d'activité, c'est d'abord cette guerre-là qu'il faut gagner. Le numérique derrière, évidemment, va aider, va permettre de fluidifier, d'avoir accès à l'information de manière plus simple. Mais le report modal, il se gagnera sur le terrain de la performance. Et c'est seulement avec l'amélioration de la performance qu'on redonnera confiance aux industriels dans le mode de transport ferroviaire fluvial et qu'on arrivera à attirer des nouveaux entrants. Est-ce qu'on peut schématiser en disant, au vu de ces chiffres, que le mode fluvial est crédité à la fois d'une vertu écologique et d'une bonne fiabilité, et que le mode ferroviaire est aussi crédité de vertu écologique, mais que sa fiabilité, si elle s'améliorait, elle pourrait lui redonner des couleurs supplémentaires. Est-ce que c'est ce schéma, cette carte très, très grossière correspond à la réalité ? Oui, je pense que le ferroviaire, c'est malheureusement un peu de notoriété publique qu'il y a des problèmes de fiabilité, de grève, etc. Le fluvial, souvent, on ne connaît pas trop, en fait. Donc, le fluvial bénéficie encore, et puis il n'y a pas la problématique des sillons, etc. Donc, c'est sûr que même s'il y a cette lenteur qu'on mentionnait tout à l'heure, la fiabilité est quand même c'est une donnée bonne. de base. Voilà, tout à fait. Après, pour rebondir sur ce que disait Lionel, je pense qu'effectivement, le challenge, c'est de passer de je m'intéresse au report modal à je trouve les moyens d'expérimenter, et puis après, je trouve les moyens de pérenniser le flux de report modal avec quelque chose qui est fiable et compétitif. Et c'est là que ça pêche encore un peu, puisqu'on voit que quand on commence à s'y intéresser, effectivement, trouver les offres, c'est pas si évident. Trouver des offres compétitives non plus. Et après, il y a la question de la fiabilité qui fait qu'on y arrive ou pas. Anne-Laure ? Oui, après, moi, je voudrais aussi dire quand même que ces deux modes-là, ils ont quand même ce volet effectivement environnemental qui est quand même un atout important. On sait bien que les entreprises, et pas si grosses que ça d'ailleurs, elles vont être soumises à des obligations de publication, d'obligations par rapport à ça, et qu'on va peut-être demain discuter un peu plus de performance dans toutes ses composantes et pas uniquement de performance financière, et que donc le fait d'y rajouter de l'extra-financier va finalement aider aussi à ces sujets de report modal. Et puis peut-être aussi par rapport à une conférence qui d'hier, je pense qu'il faut que nous tous, j'allais dire même en tant que citoyens, on prenne bien conscience que si on veut demain continuer à pouvoir consommer un certain nombre de choses, même si on doit le faire mieux, continuer à pouvoir se déplacer, là aussi en le faisant peut-être plus écologiquement. Néanmoins, il faut être conscient que ça va nécessiter des investissements, ça va nécessiter de mettre un peu la main à la poche, et que si on peut le faire, et que ce ne soit pas que supporté forcément par finalement soit les gestionnaires d'infrastructures, soit les chargeurs, mais que nous aussi on accepte finalement que nos produits, pour qu'ils puissent contribuer à un monde plus vertueux, on y contribue nous aussi. On pourrait presque finir cette table ronde par l'utopie d'une notation par les consommateurs des produits qu'ils achètent en fonction de leur vertu, de la vertu écologique de leur logistique. Peut-être que ça arrivera, une sorte de Yuka de la logistique pour les grands consommateurs. Je voudrais terminer quand même sur un chiffre qui est assez inquiétant. Il est dans l'avant-dernière ligne, un report modal inversé pérenne pour un tiers des répondants. On a vu tout à l'heure. Lionel Lemaire, est-ce que ça vous inquiète, cette conséquence d'une année 2023 compliquée? Et on va terminer là-dessus. Oui, c'est inquiétant parce que quand on voit que 30% des répondants se disent prêts à quitter définitivement le ferroviaire, c'est clairement pas une bonne chose.
Après, je pense qu'il faut remettre ce niveau de réponse dans un contexte très particulier qui était celui de 2023, avec des grèves qui ont duré très longtemps quand même, hein, et qui ont été très impactantes. Bon, donc j'espère que si on pose la même question dans un an, voilà, on sera peut-être à 10%. Mais ce n'est pas vraiment surprenant parce qu'aujourd'hui, et a fortiori dans un contexte très inflationniste, c'est clair que le camion a quand même des atouts indéniables en termes de flexibilité, de coût pour certaines activités. Donc non, c'est dommageable, mais l'enseignement qu'on peut en tirer, c'est que c'est vraiment sur le terrain de la performance que tout se jouer, quoi. C'est peut-être un énervement passager. Vous avez interrogé à quel moment exactement les différents répondants? En début d'année, fin décembre, janvier, février. Ouais, bon, peut-être le temps va améliorer les choses, Valérie? Oui, je pense qu'on peut quand même souligner qu'il y a des améliorations qui sont perçues, que les chargeurs sont conscients quand même des efforts qui sont faits. Il y a en effet besoin un peu d'un choc d'offres. Et puis il y a des efforts d'accompagnement qui sont faits aussi pour les chargeurs. Je voulais juste rappeler, on en a parlé dans la table ronde précédente, le programme Remove, qui est là pour justement aider au report modal en formant, en accompagnant sur des expérimentations, voilà, y compris en finançant, hein, par rapport aux économies d'énergie qui sont faites grâce au mode massifié. Puis je voulais aussi citer un programme C2E qui est complémentaire, parce qu'on a parlé beaucoup d'attentes de mutualisation. Il y a bien sûr le travail indispensable que doivent faire les commissionnaires. Il y a aussi le programme Appel d'air qui a développé un outil qui permet justement de cartographier ces flux routiers et de voir en quoi ça peut être en face d'une offre de transport combiné existante. Ou à contrario, s'il n'y a pas d'offre en face, de voir avec quels autres flux de chargeurs on pourrait s'organiser. Donc je vous invite à aller les voir sur le stand d'iCargo. Eh bien, il y a le stand des iCargo, c'est ça? iCargo Foundation, oui. Et puis sur le stand de la UTF, vous trouvez tout le programme Remove. Et à UTF. Voilà, je crois qu'on peut vous remercier tous les trois pour cette présentation très claire. Alors, je vous donne rendez-vous évidemment l'année prochaine pour un nouveau baromètre, j'imagine. Et puis, quant à moi, à 13h30 pour une séquence avec SNCF Réseau. D'ici là, j'essaie de chercher tout à l'heure à quoi correspond l'odeur, mais je vous souhaite un bon appétit et une bonne suite de journée.